Concernant donc cette vidéo, nous demandons évidemment à ce qu'elle soit, à ce qu'elle puisse être diffusée sur le site de l'UPR, sur UPR TV. Ah mince, ils me demandent de mettre leur vidéo sur UPR TV. Je vais devoir répondre, alors j'en ai bien peur. Mais bon, faut peut-être que je vous explique 2-3 petits trucs avant. Pour pouvoir répondre à leurs demandes, je vais devoir vous expliquer le contexte. Donc ouais, tout ça s'imbrique et ça me paraît vraiment important de le faire. Alors je précise aussi que je ne donnerai aucun nom dans cette vidéo, ou alors ils seront fictifs. Je vais simplement vous donner des éléments qui vous manquent cruellement. Voilà. Je ne vais pas non plus parler des 2 collaborateurs qui sont présentés comme des victimes, puisque pour moi, vraiment, ça concerne à la fois ces personnes-là avec Asselineau, et ça devrait, s'il y a lieu, se régler dans la justice. Et je ne vais pas en parler tout simplement parce que pour moi, ces personnes sont utilisées, instrumentalisées, en tout cas leur histoire, à des mauvaises fins. Voilà. Ils y sont pour rien, c'est pas de leur faute si on en est là. Donc je vois pas pourquoi je m'attarderai sur eux. Alors pour bien comprendre, je vais aussi me présenter longuement. Je vais vous expliquer d'où je viens et ce que je fais à l'UPR. Donc j'ai adhéré en 2017, j'ai participé très vite aux législatives, j'ai monté extrêmement vite à l'UPR. Parce que j'étais présent derrière notamment la personne qui gérait le site internet et les vidéos. Je montrais que j'étais disponible s'il avait besoin d'être assisté ou s'il avait besoin d'aide. Et c'était arrivé notamment en janvier 2018 où il est parti en vacances et m'a demandé de le remplacer pour faire les vidéos du parti. J'ai pris donc cette tâche très à cœur, j'ai essayé d'apporter des améliorations et donc à son retour de vacances, j'ai continué de gérer les vidéos et même pendant toute l'année 2018. Je précise que durant cette année, j'avais un emploi d'ingénieur dans l'informatique, je faisais ça bénévolement et j'essayais d'y mettre de bon cœur en essayant d'améliorer les contenus, les visuels et d'essayer de faire ça un petit peu plus collaborativement pour qu'il y ait des bénévoles qui puissent m'aider s'ils avaient des bonnes idées pour qu'on puisse améliorer la chaîne. À la fin de l'année 2018, les européennes approchaient et on commençait à y avoir un besoin vis-à-vis de la chaîne YouTube de la transformer en ce qu'on appelait donc UPR TV. C'était un projet de vraiment développer la chaîne YouTube à l'objectif notamment des européennes, mais pas que. Et pour ça, j'étais évidemment en première ligne puisque c'était moi qui, dès lors, gérais la chaîne YouTube du parti. Donc très peu de gens croyaient en ce projet. Moi-même, je ne pouvais pas faire plus de 2 vidéos bénévolement par semaine en plus de mon travail. Je ne voulais pas que mon investissement à l'UPR empiète sur mon travail. Sur ma vie privée, oui. Sur ma vie personnelle, pourquoi pas. Sur mon travail, non. Voilà, je voulais vraiment honorer mon contrat de travail vis-à-vis de mon employeur. Le fait est que pour les besoins du projet, il fallait faire beaucoup plus de vidéos et augmenter notre communication. Donc j'ai présenté un projet qui permettait de faire ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le projet a été accepté, on est parti comme ça. Moi, j'avais besoin d'un binôme pour le faire, je ne voulais pas me lancer là-dedans tout seul. J'ai réussi à avoir donc un binôme qui a accepté, qui s'occupait des habillages, qui sont de très bonne qualité, et qui s'occupait aussi de m'aider pour les captations vidéo et pour les montages. Et donc on a tous commencé bénévolement, on a lancé la chaîne en février 2019, mais très vite la charge des vidéos et le travail à accomplir autour de ce projet était devenu vraiment immense et on est passé progressivement d'abord mon binôme à une rémunération, puis moi-même. Voilà. Moi j'ai été rémunéré mars, avril et mai, donc pendant les 3 mois de campagne et j'ai quitté mon travail puisque je ne voulais pas que ça empiète sur mon activité professionnelle, c'était pas vraiment honnête vis-à-vis de mon employeur. J'ai donc quitté mon travail pour me consacrer à cette campagne et à ce projet. Voilà. Vous avez tous suivi l'évolution du PRTV pendant les européennes, avez tous votre avis, en bien comme en mal. Vous avez apprécié des choses, vous êtes critique sur d'autres, c'est bien normal. Les européennes arrivant à leur terme, nous n'avons pas fait 5%, il n'y a pas eu de remboursement des frais de campagne. Et donc le projet était très compromis, surtout les 2 personnes qui avaient des rémunérations. Et donc ces rémunérations se sont arrêtées directement et on ne savait pas trop quoi faire de la chaîne. Moi j'ai essayé de trouver des solutions qui n'étaient pas forcément viables. Notamment j'avais eu l'idée de faire une chaîne secondaire avec les animateurs puisque l'un des reproches qui m'était remonté c'était qu'on faisait trop de vidéos. Voilà.
mais aussi qu'on ne mettait pas cette personne en avant et qu'éventuellement on parlait sur un ton peut-être trop académique, on ne se lâchait pas assez, voilà, on était vraiment un petit peu dans ce carcan politique. Donc l'idée que j'en ai eue, c'était pourquoi pas de faire une chaîne secondaire avec les animateurs, qui ne serait pas directement lié à l'UPR, mais on parlerait de nous, de nos idées, du Frexit, de ce genre de choses, ce qui permettait de faire un truc peut-être un petit peu plus jeune et dynamique, effectivement, notamment au niveau du ton, et ça ne m'empêchait pas de garder un flux de 1, 2, voire 3 vidéos par semaine sur la chaîne UPR TV, vu que justement il y avait une plainte au niveau de la fréquence. L'avantage de ce projet, c'est que ça permettait notamment d'activer des publicités d'annonceurs sur la seconde chaîne, ce qui apportait une petite source de revenus supplémentaire qui est bien insuffisante évidemment pour rémunérer des gens. Mais moi, dans l'idée, c'était que mon binôme puisse avoir cette rémunération-là. Moi, je commence au chômage et puis si ça ne prend pas, on se retournera plus tard sur autre chose, quoi. L'idée, c'était d'essayer de voir si on pouvait continuer. Voilà. Sauf que mon binôme s'est retourné, m'a tourné les talons, très concrètement, a utilisé ce projet en expliquant que c'était pour faire du chantage à l'UPR et à son président, que je voulais monter donc cette chaîne pour ma gloire personnelle et pour mon enrichissement, que je voulais détourner les moyens de l'UPR, du studio, pour cette chaîne, pour ce projet-là. Bon, après, ce sont ses arguments. Si je dois m'en défendre, je m'en défendrai. Toujours est-il qu'à ce moment-là, mon binôme a rejoint un groupe de 6 personnes, dont lui, principalement, sur un projet pour relancer effectivement la chaîne UPR TV, mais 100% bénévolement pour le coup, et avec donc toute une structure, de la communication, enfin des experts en communication, enfin vraiment un projet qui devait être vraiment grandiose, qui devait régler pas mal de problèmes structurels et de communication vis-à-vis du parti dont on avait souvent le reproche. Donc pour ce faire, ils ont pris appui sur le nouveau secrétaire général qui venait d'être nommé, puisque c'était en fait le directeur de campagne des Européennes qui avait plutôt bien géré sa mission, et donc François Asselineau l'avait nommé secrétaire général. Et donc ils ont pris appui sur son autorité naissante pour arriver à leur fin. Voilà. Ils ont fait un lobbying assez puissant à cette personne. Et donc moi j'ai dû me confronter à cette personne lors d'une réunion dans son bureau qui a été un véritable exutoire pendant 6 heures, où j'ai dû être confronté à toutes les critiques. Aucun argument pour moi n'était recevable, tous les arguments contre étaient amplifiés. En gros, voilà, j'étais responsable de l'échec du PRTV. Je n'étais pas compétent, je mettais les gens, j'écartais les gens du projet pour tirer la couverture à moi-même. Je voulais, je vous passe les détails, il y avait une quantité de reproches. On m'a confronté 2 personnes qui d'ailleurs sont allées dans mon sens et je les en remercie, même s'ils ont admis avoir regretté m'avoir soutenu à ce moment-là par la suite. Ils avaient juste dit la vérité en même temps, donc c'est quand même bizarre de regretter de dire la vérité. Mais bon, ça, j'y reviendrai plus tard. À la fin de cet entretien avec ce secrétaire général, il a été conclu qu'en gros, j'étais dingue et que si on voulait m'accorder une chance suite à l'échec du PRTV, je devais suivre une psychanalyse qui pourrait me faire lui-même. Mais il tenait à me rassurer, il avait fait un stage, il était compétent pour faire de la psychanalyse, et c'était pas intrusif, voilà. J'aurais pas donné dire des choses relatives à mon intimité. La belle affaire. Suite à cet exutoire, peu de gens au niveau du siège qui ont été témoins ont toléré que ce genre de pratique puisse avoir lieu à l'UPR, se sont retournés contre le secrétaire général qui, pour cette raison, mais également d'autres raisons, parce que c'est pas le seul truc qu'il ait fait, a été remercié. Voilà. Néanmoins, j'ai tout de même accepté un statu quo entre cette fameuse équipe de 6 personnes qui voulait reprendre UPR TV et moi-même, où je souhaitais maintenir des formats. Voilà. Puisqu'ils estimaient qu'ils étaient des génies de la communication, de la structure et de l'organisation, il n'y avait aucune raison qu'ils n'aient pas leur chance et que s'ils font mieux que moi, c'est avec grand plaisir que je leur laisse les clés, quoi. Moi, je suis plutôt dans une logique méritocratique, voilà, et je l'impose à moi-même. Donc on est parti sur un statu quo. Le problème, c'est qu'ils refusaient tout bonnement de me parler. J'étais tout simplement court-circuité. Mon ancien binôme avait les droits sur la chaîne YouTube, tout comme moi. On était 2 à les avoir. Et il publiait ce qu'il voulait, quand il le voulait. Donc il a déterré les entretiens d'actualité de François Asselineau, un format qu'on avait découpé par sujet pendant les européennes. Là, il est reparti sur ces entretiens d'actualité. Soit. Le problème, ce que je trouve, c'est que malheureusement, il se précipitait pour les publier, et il les publiait au moment où moi, je mettais mon format
qui étaient les 5 actus de la semaine. Moi, c'est un format que j'ai souhaité maintenir pour garder un certain dynamisme au niveau des animateurs qui présentaient, pour montrer des nouvelles têtes, et qu'il y avait des gens qui étaient prêts à prendre la parole pour défendre ses idées également, qu'il n'y avait pas que François Asselineau dans le parti, parce que c'est une rumeur qui est quand même largement fausse. Le problème, c'est qu'ils sont amusés à publier les entretiens d'actualité au même moment ou à quelques minutes d'intervalle que moi je publiais donc les 5 actus de la semaine, que je publiais donc tous les mardis soirs. Voilà. Donc ils court-circuitaient totalement mes contenus en mettant des contenus avec François Asselineau et ils expliquaient après avec des jolis schémas de YouTube Analytics que les entretiens d'actualité de François Asselineau faisaient un nombre supérieur de vues par rapport aux 5 actus de la semaine, qui étaient ainsi aussi parasités, et que donc mon format ne servait à rien, que eux avaient forcément raison du point de vue des résultats, et qu'il fallait donc tout simplement se séparer de mes services. Voilà. Pourquoi pas, à la limite, pourquoi pas. Le souci, c'est qu'ils se précipitaient tellement pour publier ces vidéos de François Asselineau en même temps que les miennes, qu'ils court-circuitaient totalement l'équipe de validation de contenu, c'est une petite cellule de quelques membres, un échantillonnage avec des gens qui viennent plutôt de la droite, de gauche, un constitutionnaliste, etc. Bref, un graphiste professionnel et j'en passe, qui donnaient leur avis sur ces vidéos pour assurer qu'il n'y ait pas de choses fausses, pour assurer que ce soit correct vis-à-vis de la communication. Voilà. Donc ils court-circuitaient ça purement et simplement pour publier vite, quitte à laisser des fautes d'orthographe et pas mal d'autres erreurs. Bref, ils ont ensuite voulu lancer un nouveau format qui devait être un système d'interview un petit peu à la Combini, format carré, avec les questions envoyées à l'avance à l'invité, on allait voir ce qu'on allait voir. Et je trouvais ça d'ailleurs très bien, c'était une très très bonne idée. Ils auraient fait les questions à l'avance sur un journaliste qu'on ne verrait pas mais qui posera les questions, etc., etc. Bref, une organisation sans faille. Sauf que bon, comme c'était pendant l'été et qu'ils sont en vacances, le tournage était ajourné. Ça devait même passer par moi à un moment et François Asselineau et on nous a retiré du projet sans même nous avertir. Bon, pourquoi pas. Et finalement, la personne s'est désistée en disant on m'avait promis des questions à l'avance, tout ça, ça c'est pas fait, on va arrêter le tir. Voilà. Le fait est que ces personnes ont estimé que c'est François Asselineau qui avait contacté cette personne pour court-circuiter leur projet, parce que François Asselineau n'admettait pas que quelqu'un d'autre que lui puisse décider de la communication. Et ils ont rendu leur carte. Alors pas tous les 6, il n'y en a que 4 des 6 qui ont rendu leur carte. Alors je sais, vous voyez pas le rapport maintenant tout de suite, pourquoi je vous raconte ça, ça vient. Il faut vraiment poser le contexte. Moi, je veux expliquer les choses. Voilà, je suis un peu comme François Asselineau. Je ne veux pas expédier le truc. Il faut bien comprendre ça. Ça aura de l'importance pour après. Okay, donc, ils étaient 4 à avoir rendu leur carte. Il en restait 2 qui n'avaient pas rendu leur carte. L'un des 2 était notamment mon ancien binôme UPR TV, qui a rendu sa carte une fois qu'il a fini de monter les réunions de la table ronde, des tables rondes et du discours de rentrée de François Asselineau qui a eu lieu à l'Université d'Automne. Université d'Automne d'ailleurs où j'ai pas eu le droit de toucher aux rushs, ils se les sont accaparés, je n'avais pas le droit de les récupérer moi, donc c'est bon, une collaboration à toute épreuve. Et il a donc publié la dernière réunion et puis il a rendu sa carte en disant voilà, je terminais ce pourquoi je m'étais engagé et je pars. Voilà, donc c'est plutôt correct finalement. Je tiens à préciser quand même que pendant ces 6 mois, j'ai donc pris un putsch sur UPR TV, j'ai pris un exutoire. Pendant jusqu'à l'université, il y avait un gros lobbying de ces gens-là qui allaient voir les bénévoles avec qui je travaillais sur UPR TV pour essayer de relancer le projet, notamment les personnes de cette équipe de validation. Et finalement, à force, pendant que moi je faisais les vidéos, eux ils expliquaient aux bénévoles qui travaillaient avec moi que j'étais vraiment quelqu'un de pas bien, que voilà, en gros je voulais refaire ma vie, que c'était une revanche sur ma vie, que je ne visais que la gloire, que je voulais détourner les détournements de biens publics ou je ne sais pas quoi de l'UPR pour moi, ma paroisse, etc. Que j'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'ambition, que je faisais des choses terribles, que je n'étais pas structuré, pas compétent, que j'ai pas de diplôme, enfin bon bref. J'étais la pire des personnes qui existent sur cette planète et avec un argument que je trouve absolument détestable qui est il n'y a pas de fumée sans feu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a des gens qui me font des reproches, c'est que j'ai des choses à me reprocher. Donc, dans le bénéfice du doute, ces bénévoles ont commencé à s'éloigner du projet UPR TV et je me suis retrouvé de plus en plus seul et ils sont allés jusqu'à faire un scandale sur les outils que j'avais mis en place pour gérer cette structuration que j'avais initié avec, de longue date avec le premier secrétaire général que j'ai connu qui était
d'ailleurs je dis que je ne donnerai pas de nom, donc qui est parti depuis. Et donc ce projet qui visait à structurer notamment des choses, et notamment UPR TV, j'ai dû le fermer. Voilà. Ils ont passé leur temps à faire en sorte que je me retrouve de plus en plus seul sur le projet. Là actuellement, UPR TV, on doit être 3, peut-être 2 maintenant. Voilà. C'est triste, enfin, je parle d'un point de vue technique, il y a encore les animateurs et autres, hein, ça c'est pas un souci. Voilà. Donc ça c'est assez triste, mais malheureusement j'ai été très esseulé, notamment par le Bureau national qui ne m'a jamais aidé. J'avais demandé un micro-trottoir en janvier 2019, j'ai eu un micro en février 2020, filaire, sans batterie. Je peux pas faire de micro-trottoir avec ça, non. J'avais demandé, j'aurais pu avoir un budget, de l'aide, de l'écoute, essayer qu'on m'aide. J'avais demandé à ce qu'on mette en place une cellule de recrutement, une cellule RH, pour justement que des bénévoles qui puissent vouloir venir aider puissent être entendus, vérifier leurs compétences et qu'on puisse me les envoyer pour que je puisse, pourquoi pas, lancer de nouvelles émissions, ce genre de choses. Cette cellule est gelée, ce projet est gelé depuis des mois et des mois et des mois, puisqu'on attendait quelqu'un qui accède au BO. Et ça, c'était bloqué, bien évidemment, par le BN. Hein. Le seul qui m'a soutenu dans ces projets, c'est François Sinault. Hein. Je rappelle aussi que j'avais aucun budget. Le BN ne s'est jamais dit que ce serait peut-être intelligent que j'ai un budget. Donc le studio a bien été payé par l'UPR, mais pas par moi. J'ai à peine eu mon mot à dire. Moi, j'ai dit que j'étais pour un studio. J'ai dit, voilà, on pourrait faire ça derrière la boutique. J'ai donné des idées qui ont été reprises. Ça, c'est vrai. Des idées, je les ai données au responsable en informatique, qui était l'un des rares à m'écouter. Les autres m'ont estimé pas compétent et c'était même pas la peine que je parle ou que mon avis compte en fait. À chaque fois, si j'osais soumettre une idée, ça créait des conflits. Voilà. Donc ce studio a été fait par d'autres avec des budgets votés sans que j'en sois concerté. Et donc j'ai donc pu exploiter ce studio. Voilà. Sauf qu'après, moi, mon matériel à l'extérieur, je le paye moi-même. Hein. Je filme les vidéos sur mon téléphone, j'ai acheté un stabilisateur, j'ai acheté un ordinateur exprès pour faire le montage, etc. Tout ça, je l'ai acheté moi-même et j'ai essayé de faire des notes de frais sur différentes choses. Certaines ont été acceptées, comme le stabilisateur, d'autres purement et simplement non. Voilà. Je fais ça avec des bouts de chandelle, hein. J'ai pas d'aide. Et encore moins du BN. Il n'y a que François Sinault qui m'a permis d'appuyer pour que certaines de mes notes de frais passent, etc. Vraiment, le seul qui m'a aidé, c'est François Sinault, le BN, pas du tout. Ils m'ont mis que des bâtons dans les roues. D'ailleurs, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'au moment de l'exutoire que j'ai eu avec le fameux secrétaire général, ils avaient réussi à me retirer les droits. Voilà. Ils m'ont retiré les droits préventivement, puisqu'ils étaient au courant que j'allais me prendre une sauce. Et pour pas que je réagisse mal ou que je détruise la chaîne ou je ne sais quoi, préventivement ils m'ont retiré les droits. Voilà un petit peu l'aide que j'ai reçue de ces organes décisionnels. Voilà. Oh là là, comment je m'en serais passé, dis donc. Ouf. Donc des européennes à l'université de juin à novembre pendant 6 mois. J'ai subi franchement de l'harcèlement puisque les mecs me lâchaient pas. Hein, l'ancienne équipe qui avait en grande partie démissionné me dénigrait et voire me menaçait puisque j'ai reçu des menaces que j'ai entendues de 2 sources différentes. Pour l'université d'Automne. La première, c'était justement de mon ancien binôme UPR TV, que j'ai surpris en train de parler avec la personne qui faisait les sous-titres des vidéos dans un salon avec d'autres personnes, un salon Discord donc, sur lequel on était en commun à ce moment-là. Je me suis permis de rentrer dans ce salon pour avoir une discussion. C'est la seule discussion d'ailleurs que j'ai eue avec lui de mai 2019 à aujourd'hui en fait. Et là en gros il m'a expliqué qu'il ne voulait pas me parler, qu'il ne voulait pas qu'on règle nos comptes et que si j'avais l'audace de venir à l'université, qu'il n'y a pas de problème, qu'on réglerait ça en visu. Voilà. Alors j'ai pris ça pour une menace connaissant le personnage, lui dit que ça n'en était pas, bon, sa parole contre la mienne. Le fait est que j'ai eu d'une autre source, qui m'a l'air tout à fait fiable, le fait que ces personnes leur auraient dit que si jamais j'avais l'audace de venir à l'université, je finirais derrière un touya. Voilà. Ce qui m'a été rapporté. Malgré tout, je ne me suis pas débiné, je suis venu à l'université, j'ai passé quasiment toute mon université à l'accueil pour gérer notamment la billetterie. Et effectivement, j'ai subi une dégradation sur ma voiture. Un coup de pied a été porté au niveau de mon rétroviseur qui s'en est revu cassé, tout simplement. Il est d'ailleurs toujours cassé. Je n'ai pas eu les moyens de faire réparer pour le moment, malgré mon salaire mirobolant qu'on me reproche. Bon, voilà. Alors, le fait est que ces personnes expliquent que ce n'est pas eux.
que je diffame purement et simplement, que je les accuse à tort. Peut-être, c'est vrai que je n'ai pas de preuves. Néanmoins, je manque d'autres suspects, on va dire, parce que personne d'autre ne m'a proféré des choses qui ressemblent à des menaces. Et ils sont même allés jusqu'à dire que je me l'étais peut-être fait moi-même pour les accuser. Comprenez bien ces méthodes de ces gens-là, comprenez bien ce qu'ils font, c'est important. C'est pour ça que je prends le temps de bien expliquer. Voilà. Donc revenons à nos moutons, il y avait donc sur ces 6 personnes, 4 avaient démissionné, le 5e avait démissionné suite à l'université, enfin, après avoir publié les dernières vidéos de l'université, et le 6e était resté adhérent. Voilà. Et lui donc il va démissionner beaucoup plus tard, il n'a démissionné que là il y a quelques semaines, suite aux récentes histoires. Cette dernière personne va être très importante pour la suite de mon récit, je vais l'appeler le dernier démissionnaire. Voilà. C'est un nom comme un autre, voilà. J'avais dit que je donnerais des noms fictifs. Je précise aussi que ces 6 personnes, en plus d'avoir voulu donc, gérer le contenu du PRTV au même moment, hein, ils avaient fait un projet qui s'appelait le comité de pilotage, où il était question de revoir entièrement la structure interne du parti, et que cette cellule qui était composée d'eux-mêmes, en fait, hein, normalement on aurait dû proposer des noms, mais moi j'ai proposé 2 noms, et pas moi dans les 2 noms, hein, c'était 2 personnes compétentes qui étaient des professionnels de la communication, ont purement et simplement été refusés, ça allait être composé d'eux-mêmes, et en gros ils ont repris une structure qui était analogue à ce que j'avais initié moi à l'époque, sur le fameux outil que j'ai dû fermer, et donc leur entité devait être à peu près d'un même niveau de pouvoir décisionnel que le président lui-même, si ce n'est plus. Voilà, il devait absolument contrôler tout le parti, la politique de la structure et la politique de communication. Rien que ça. Voilà. Et donc le dernier démissionnaire avait fait une lettre de 4 pages qu'il a envoyée à François Asselineau qui expliquait en substance que le problème de l'UPR c'était uniquement son président, que c'était un dictateur qui décidait de tout, qui devait passer en gros président d'honneur et ne simplement proposer ses analyses à un petit jeune comme Charles Gallois qui passait beaucoup mieux à l'image pour le bien du parti. Voilà. En gros, c'était ça que ça voulait dire. Donc le projet, effectivement, n'était pas vraiment dans les bonnes faveurs de François Asselineau. Néanmoins, ils ont eu leur chance. Ils pouvaient publier ce qu'ils voulaient sur EPR TV. Ils ont pu proposer leur projet. Et ça n'a pas fait l'unanimité, ça n'est pas allé au bout. Et puis de toute façon, ça s'est arrêté au moment où ils ont démissionné. Donc nous arrivons en 2020, et notamment à la fameuse et très importante pour comprendre l'histoire, soirée de fête du Brexit qui a lieu à Paris. Donc moi je vais passer un tout petit peu de temps pour expliquer ma soirée aussi. Donc moi concrètement c'était horrible, j'étais très esseulé à ce moment-là sur EPR TV, j'ai dû gérer la technique tout seul, hein, que ce soit la diffusion sur YouTube en direct, que ce soit la diffusion dans la salle et dans le siège à côté, tout ça depuis un seul PC, etc. Alors bien évidemment il y avait le régisseur des locaux qui avait été loué pour l'occasion qui m'a aidé, hein, vis-à-vis de la structure qu'ils avaient eux, et j'ai eu 2 bénévoles qui m'ont aidé à faire le décompte du Brexit final. Voilà. Néanmoins, cette soirée a été pour moi absolument épuisante. Et suite à ça, je suis quand même resté pour parler aux gens qui voulaient me faire des remarques sur EPR TV, sur les productions de visuels et puis sur tous les sujets. Il y avait pas mal de gens qui voulaient s'entretenir avec moi. J'ai accepté avec grand plaisir de m'entretenir avec tous ceux qui le souhaitaient. Et on a fini la soirée dans un appartement, comme vous le savez, loué pour l'occasion par des militants, où la plupart des cadres d'ailleurs se sont retrouvés. Et donc c'est à cette fameuse soirée qu'il y a eu les fameuses accusations portées par une personne dont plusieurs personnes ont été témoins. D'ailleurs, cette histoire, ce n'est que des témoignages de personnes qui témoignent être témoins d'un témoignage. C'est une sorte de témoinception, témoignageception. Et au final, il n'y a que les concernés qui ne parlent pas. Tout le monde utilise cette affaire pour sa guérilla personnelle. Sur cette soirée, moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai assisté à rien. Je suis arrivé très tard. Et peu après mon arrivée, tout le monde est allé dormir. Et on s'est retrouvé avec un autre cadre de l'UPR que je vais appeler pour l'occasion Jacques. Voilà, c'est un nom fictif. Et une adhérente qui nous a proposé d'aller dormir chez elle. Voilà. Ce dont j'ai accepté, puisqu'elle avait dit qu'elle avait 4 lits. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Et moi, le lendemain, tout comme Jacques, avait rendez-vous, lui, pour aider une autre cadre de l'UPR à nettoyer la salle qu'on avait louée. Et moi, j'avais rendez-vous dans un restaurant avec un candidat au municipal qui m'invitait et qui voulait s'entretenir avec moi. Voilà. D'ailleurs, je le remercie, c'était très gentil de sa part. Donc on a accepté, on s'est retrouvé chez cette adhérente, on a parlé quelques minutes. Elle et Jacques ont estimé qu'ils voulaient encore faire la fête et moi je suis allé me coucher voilà, parce que j'étais épuisé.
Donc j'ai été témoin malgré moi de choses dont j'aurais volontiers pas été témoin. C'est-à-dire que ce fameux Jacques a tout fait pour essayer d'avoir un rapport sexuel donc, avec cette adhérente. Il a vraiment été très insistant. Elle a dû repousser ses avances plus d'une 40aine de fois. Bon, j'ai hésité à intervenir. Si jamais ça partait en agression sexuelle, je serais bien évidemment intervenu. Toujours est-il qu'elle avait la maîtrise visiblement de la situation et moi j'ai écourté ma sieste pour revenir dans la pièce avec eux pour m'assurer qu'il ne se passerait rien de grave avant qu'on parte justement à nos obligations. D'ailleurs, je lui ai rappelé qu'il avait zappé son rendez-vous parce qu'à l'heure qu'il était, il ne pourrait plus s'y rendre. Il était tellement occupé d'essayer d'avoir les faveurs de l'adhérente qu'il avait complètement zappé son rendez-vous. Bref, je le précise quand même que quand on est sorti de l'appartement, pour rejoindre ma voiture, je me suis retrouvé seul avec cette personne puisque Jacques était parti donc récupérer, je crois, ses cigarettes dans l'appartement. Ses clés, je ne sais pas bien. Et donc à ce moment-là, je lui ai expliqué que j'avais entendu que si elle décidait de porter plainte, que moi je témoignerais de ce que j'avais entendu et que je cautionnais absolument pas ce genre de choses. Je trouvais ça absolument déplacé et que je cautionnais pas donc ce genre de comportement. Voilà. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, qu'elle avait géré la situation, qu'elle partait le lendemain au Mexique rejoindre son copain, que bon, elle n'avait pas le temps de gérer ça et que bon, elle avait l'habitude des gros lourdeaux et que bon. Tant pis quoi. S'en est suivi que je les ai ramenés en voiture au siège avant d'aller moi-même à mon rendez-vous et pendant la voiture il était absolument odieux, à culpabiliser la demoiselle en disant qu'il allait avoir mal toute la journée à cause d'elle, qu'on ne fait pas ça, enfin bon. Et donc j'ai demandé d'arrêter, que c'était vraiment lourd, que j'étais là, qu'il fallait quand même qu'il arrête. Ma présence le gênait pas tant que ça, hein, vraiment c'était assez indécent. Plus tard, j'ai reparlé à ce Jacques où je lui ai bien fait comprendre que j'étais pas d'accord avec ce qu'il avait fait et que moi je cautionnais pas et que je trouvais ce comportement absolument indigne. Il a bien évidemment minimisé en expliquant que on était alcoolisés, ils avaient bu, ci et ça. Donc bref, nous arrivons enfin à la période de confinement après les municipales. Et donc ce fameux Jacques m'a contacté par téléphone pour connaître mon point de vue, déjà si j'étais au courant de ces fameuses rumeurs qui circulaient sur François Asselineau et si j'étais au courant et ce que j'en pensais. Donc je lui ai répondu que moi j'étais plutôt mitigé sur cette histoire, que j'avais vu des éléments des deux côtés, que j'étais régulièrement avec eux, qu'en plus de 3 ans j'avais absolument rien à reprocher à François Asselineau et que ce qui se disait ne ressemblait pas du tout à l'homme que je connaissais. Et que bon, c'était pas à moi d'avoir un jugement et que je comprenais pas pourquoi d'ailleurs ce Jacques était si vindicatif à l'égard de François Asselineau depuis quelques semaines, comme il l'avait fait comprendre. Sur ce, la conversation a fait très court, il n'a pas admis que c'était inadmissible que je pose François Asselineau en victime. Et la conversation s'est arrêtée là. J'ai reçu ensuite un SMS de la part d'un des informaticiens du PR qui m'a informé que suite à une réunion extraordinaire du Bureau national, mes accès au site internet avaient été coupés. Donc c'était la 2e fois qu'on m'enlevait mes accès avant que je sois entendu, de manière purement procès d'intention, voilà. Sans même que je sache pourquoi, sans rien. Voilà. Donc en gros j'ai été sanctionné sans être entendu, j'étais déjà coupable. Voilà. Présomption de culpabilité. Il faut bien voir les méthodes de ces gens-là, vraiment. C'est important de bien comprendre ce qu'ils font. Je suis désolé, quel est l'intérêt de me couper mes accès alors que je n'apparais même pas dans la lettre? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, honnêtement? Moi, j'ai du travail, il m'empêche de le réaliser sur ce genre de soupçons. J'ai appris d'ailleurs par la suite, en interrogeant des gens qui n'étaient pas signataires et qui ça avait été proposé, que les arguments avancés, c'était notamment qu'il fallait aller très vite, qu'ils n'ont même pas eu, pour certains, ils n'ont même pas eu plus de 2 heures pour se prononcer, que de toute façon, qu'ils se prononcent ou pas, ça allait être fait, qu'il y avait des faits très graves sans forcément qu'on porte à leur connaissance ces fameux faits graves qui avaient eu lieu, et que si jamais ils ne signaient pas, c'est qu'ils cautionnaient un délit, quoi. Donc c'est quand même de l'intimidation, purement et simplement. Un autre argument qui s'est avancé, c'était de leur communiquer aux organisateurs de cette lettre l'adresse personnelle des gens, de ne pas passer par les adresses upr.fr pour ne pas que les informaticiens comme moi puissions voir ce qui se tramait pour ne pas empêcher la manœuvre ou l'anticiper ou tuer dans l'œuf un truc, quoi. Et qu'il fallait donc aller très vite. Donc je suis désolé, quand ils se présentent en disant qu'ils ont pris le temps de la réflexion, qu'ils veulent dénoncer des choses graves, que c'est bien intentionné, c'est pas vrai, c'est aller très vite. Et il fallait que personne soit au courant jusqu'à qu'ils arrivent à envoyer cette lettre. Cette lettre qui a été rédigée, comme vous pouvez le voir,
Elle est d'une rare violence, cette lettre. Ils auraient pu dire qu'ils avaient eu vent de certaines accusations et qu'ils voulaient en discuter et tirer ça au clair. Pour le moment, c'est votre parole contre la haute. On ne veut pas cautionner des faits qui ne sont pas cautionnables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, ça aurait dû ressembler à ça, la lettre. Là, non, il y a des choses énormément grandiloquentes. Griveaux, Fillon, DSK, exceptionnelle gravité. Tous ces éléments, je suis désolé, ça ne ressemble pas à une lettre simplement de demander une explication. Pour eux, la démission est inéluctable, c'est couru d'avance, il ne doit pas passer par la petite porte pour éviter l'humiliation. Enfin, qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces méthodes? Moi, c'est quelque chose que je ne comprends absolument. Enfin, franchement, je suis dubitatif par rapport à ça, et je l'ai été longtemps. Et j'ai mené ma petite enquête pour savoir un petit peu si c'était vraiment des gens bien intentionnés ou pas. Voilà. Comme vous l'avez vu, il y a eu aussi un hack. Il y a eu une récupération de la page du PRTV de la part de l'ancien binôme, tout clairement, à qui il avait encore des droits sur la page Facebook. Je ne pensais pas qu'il puisse supprimer les accès du créateur de la page, qui était moi-même, et il avait conservé des droits. Il en a profité pour se l'approprier et pour tout supprimer, ce qui est un délit. Et d'ailleurs, il y a une procédure en cours contre lui. Et donc, au même moment, il faut bien voir qu'il y a eu des leaks qui sont sortis sur Pinterest, des fameuses correspondances qui seraient des accusations ou des preuves ou des témoignages, enfin en tout cas que des pièces à charge, qui ont été livrées par Pinterest par un autre membre des 6 que j'évoquais tout à l'heure. Donc, les leaks de Pinterest viennent du groupe des 6 et d'un ancien adhérent, donc, et la récupération de la page du PRTV vient d'un autre membre du groupe des 6. Il faut bien avoir ça à l'esprit. Et ce groupe des 6 est vraiment très remonté, frustré, et n'ont pas du tout envie de sauver l'UPR. Ils veulent sauver leur honneur, que les choses soient très claires. Ils agissent dans l'ego, comme d'ailleurs la plupart des organisateurs de la lettre, puisque le fameux Jacques, que je parlais tout à l'heure, est l'un des organisateurs de la lettre, malgré ce qu'il avait fait à l'adhérente. C'est lui d'ailleurs qui a appelé la plupart des gens et des signataires pour avoir leur signature. Et je suis désolé, mais moi, le coup du chevalier blanc, où on dénonce des choses qui se seraient produites alors qu'on se permet de faire pire, on fait vraiment pire, je n'y crois pas une seconde. Voilà, je n'y crois pas une seconde. D'ailleurs, je n'y crois tellement pas une seconde, parce qu'au moment où j'ai reçu le texto pour m'informer que je n'avais plus mes accès sur le site, j'ai tout de suite cherché à comprendre ce qui se passait, et dès que j'ai compris qu'il y avait une lettre qui demandait à FA de démissionner pour les circonstances, pour les fameuses circonstances, j'ai tout de suite envoyé un SMS à ce Jacques en lui disant que j'espère qu'il était fier de lui, qu'il n'y ait pas ce que j'avais à voir là-dedans, etc. Il m'a répondu, alors je ne peux pas trahir sa correspondance privée, mais en gros il m'a répondu qu'il était droit dans ses bottes, qu'à partir du moment où j'étais pour François Asselineau, ce qui n'est pas vrai, mais bon, que j'étais pour François Asselineau, j'étais soit coupable, soit débile, soit que je couvrais ces trucs, enfin que de toute façon j'étais coupable, quoi, voilà. Et qu'il a même jusqu'à regretter de m'avoir soutenu auparavant. Eh ben d'accord. Et moi je lui ai répondu tout simplement que je suis désolé, mais que compte tenu du fait que je l'ai vu harceler sexuellement une adhérente, que moi je le trouvais vraiment gonflé de parler d'exemplarité dans le cadre de ses fonctions, qui reproche à FA, et que je suis désolé, mais si FA est coupable de quelque chose, lui c'est sûr l'était d'autant plus, quoi, et que je ne pouvais pas aller dans ce sens-là. Moi je ne cautionnais aucun délit, donc si FA en avait commis un, il doit plonger, et lui qui en a commis un devrait plonger aussi, enfin il n'y a pas de raison, voilà. Suite à ça, j'ai aussi tout de suite envoyé un mail à un autre organisateur qu'on va appeler je sais pas, Nicolas, c'est pas vrai, mais voilà. Ce fameux Nicolas, je lui ai envoyé un mail où j'ai expliqué que moi, FA, j'avais rien à lui reprocher en 3 ans, qu'en revanche, le fameux Jacques avait harcelé sexuellement une adhérente, et que j'ai décrit la scène, et que c'était bien pire que ce qu'il reprochait à François Asselineau. Donc ce mail a été envoyé à lui-même, et j'en suis resté là, voilà. Et il y a eu un rebondissement qui est très important dans cette affaire, qui ne laisse plus aucun doute pour moi quant à la nature exacte des agissements. Okay ? Ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, l'un des 6, donc le dernier démissionnaire, a appelé la fameuse victime du harcèlement sexuel de Jacques pour justement vérifier si mes accusations étaient fondées ou non. Il en a donc eu la confirmation. Et moi, je m'interroge. Comment se fait-il,
alors que j'avais uniquement prévenu Jacques et Nicolas, du coup, qui sont des organisateurs de la lettre. D'ailleurs, je pense qu'ils ont participé à l'écrire. En tout cas, ils ont largement participé à la diffuser et à rameuter des signataires. Comment ça se fait qu'au moment où j'ai envoyé le mail pour signaler ce problème, ce n'est pas l'ensemble des signataires qui a été mis au courant, mais ça a été le fameux dernier démissionnaire. Pour moi, il y a un lien manifeste, du coup, entre des organisateurs de ce courrier et la fameuse bande des 6 qui est très remontée, qui balance les leaks et qui s'est accaparé la page UPR TV. Il y a un lien manifeste, très clairement, mais genre clairement. Alors je le sais parce que la victime m'a contacté en me disant « Écoute, tu sais pas quoi, j'ai reçu un appel du fameux dernier démissionnaire qui a enquêté sur cette fameuse histoire, qui m'a appris que le fameux Jacques avait certaines responsabilités au sein de l'UPR, chose que j'ignorais, et qu'il était l'un des instigateurs de cette lettre, qui se permet de demander des comptes à Asselineau, alors que lui, franchement, s'il a bien un truc à faire, c'est se taire. Du coup, elle m'a consigné par écrit un témoignage de ce qui s'était passé cette soirée-là, que je corrobore sans problème, et j'ai envoyé ce témoignage à l'ensemble des membres signataires et non, du Bureau national et des délégués d'ailleurs. Je l'ai envoyé à l'ensemble avec le témoignage manuscrit scanné de la personne à tout ce beau monde. Voilà. Et donc, figurez-vous que j'ai reçu que quelques réponses. La première réponse que j'ai reçue, c'était un des délégués qui m'a dit bah, « écoutez, je prends note ». Il y a une autre réponse d'un membre du Bureau national non signataire qui m'a dit « c'est terrible le rebondissement à cette affaire. J'espère que l'adhérente ne nous en veut pas collectivement d'avoir cautionné, qu'elle va bien, etc. » Et j'ai eu une réponse du fameux chef, a priori, qui n'est pas Jacques, qui est notamment la première personne à prendre la parole dans leur vidéo de réponse, qui s'est empressé de me répondre en s'attaquant au messager, en disant que du coup, comme j'avais des liens d'intérêt avec François Asselineau, parce que j'avais une rémunération maintenant pour UPR TV, que j'étais forcément, tout ce que je disais était nul et non avenu, que j'inventais des trucs qui sortaient de nulle part, que je grattais les fonds de tiroir pour essayer de trouver des témoignages, pour essayer de m'en sortir. Que tout ça était nul et non avenu et qu'en gros, il me remerciait de l'avoir fait rigoler pendant cette période. Il en a rigolé. C'est-à-dire que cette personne qui se prétend être d'une exemplarité sans borne a rigolé du fait que je leur porte à leur connaissance un cas d'harcèlement sexuel de la part d'un de leurs collaborateurs. Il en a rigolé. Et donc, il a minimisé l'harcèlement sexuel. Ça, nul et non avenu. Par contre, les rumeurs suspicieuses de quelque chose de François Asselineau, là, par contre, c'est terrible, il le monte en épingle, etc. Si vous voulez, moi, à partir de ce moment-là, déjà, l'objectivité de ces gens-là, je n'y crois pas. Le fait qu'il y ait un lien entre les gens qui balancent les leaks et eux, il est manifeste. Et alors, il est manifeste pour certains organisateurs, pas pour tous les signataires. Il y a énormément de gens qui sont manipulés dans cette histoire. Il faut bien comprendre qu'il y a le Club des 6, il y a des signataires qui pensent bien faire, parce que s'il y a eu un délit, c'est normal de le dénoncer, ils ont tout à fait raison dans leur démarche. Et entre les deux, il y a des gens qui manipulent les autres signataires et qui sont en contact avec le Club des 6, qui balancent les leaks. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Et j'ai eu une dernière réponse, qui est absolument scandaleuse, qui m'a révolté. C'est que j'ai été une des personnes qui a signé la lettre et rentrée en contact avec moi pour me dire qu'en gros, si je ne me taisais pas, ils allaient porter à la connaissance de tous des faits d'harcèlement sexuel de moi-même vis-à-vis d'une adhérente lors de la soirée à Londres, qui a lieu en mars 2019, où j'aurais eu l'intention de harceler, de passer la nuit avec une adhérente dans le but d'avoir un rapport sexuel avec elle, mais que comme elle a eu l'intelligence de le voir, elle a pu désamorcer mes plans, mais que c'était quand même une agression sexuelle. Voilà. Donc il ne s'est rien passé, mais bon, ils allaient quand même porter ça. Alors là, franchement, il faut que les choses soient claires. Ils en sont, pour se protéger, à inventer des faits pour couler tous ceux qui seront pour François Asselineau.
Ils ne relèvent pas du tout des témoignages d'harcèlement sexuel sur eux-mêmes, ils les minimisent et ils inventent des agressions sexuelles sorties d'un chapeau il y a 1 an et demi, voilà, pour se protéger entre eux. Donc le côté chevalier blanc, s'il y a eu un truc qui s'est passé, il faut quand même le dénoncer, c'est faux, c'est faux. Ce ne sont pas des chevaliers blancs, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ils sont prêts à faire ça. Ils expliquent que tout le problème de l'UPR, c'est le chef. Eux, c'est uniquement un comité de censure des travaux finis, donc ils sont dans leur rôle. Je suis désolé, non, pour moi, ils étaient là pour porter des projets, pour faire des choses, pour essayer de voir si, je ne sais pas, sur Upr TV, il y avait besoin de projets, de main-d'œuvre, de budget, de quoi que ce soit. Non, rien, aucune aide, rien du tout. Ils sont là en mode, c'est eux les patrons, c'est eux qui ont l'autorité suprême, et ils disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, et jugent tout le monde, à commencer par le président. Voilà le rôle dans lequel ils sont. Ils se voient déjà faire un tribunal d'inquisition. Donc, moi, dans tout ça, je suis désolé, mais alors, donc, si j'ai commis des agressions sexuelles vis-à-vis d'une personne, il faut que je paye. Je cautionne pas ça, ni pour Asselineau, ni pour Jacques, ni pour moi-même. Donc, que cette personne fasse une procédure, je l'y invite. Donc j'ai même plus loin que toutes les adhérentes ou personnes de sexe féminin ou masculin d'ailleurs, au point où on en est, témoignent contre moi si vraiment je leur ai manqué à quelconque moment de respect ou si j'avais la moindre intention dissimulée ou cachée à ce niveau-là, qui n'hésitent pas à apporter leur témoignage aux signataires qui essaient de constituer un dossier contre moi. N'hésitez surtout pas. Moi, j'accepte sans problème de répondre à toutes les accusations qu'on me portera, notamment celle-ci. Il n'y a aucun souci. C'est une personne à qui je n'ai même jamais fait la moindre avance et où il n'y a absolument rien eu entre nous. Donc, je veux dire, qu'ils y aillent. Et donc, on en arrive à leur fameuse réponse où, en gros, bon, il y a énormément de choses qui déforment. Ils oublient de mentionner que François Asselineau leur a écrit un courrier leur disant qu'il veut bien répondre à leur demande d'explication, mais hors période de confinement. C'est pas lui qui a créé l'urgence, c'est eux qui ont balancé la lettre. La fuite dans les médias, d'ailleurs, n'est pas du tout du fait d'Asselineau, c'est du fait du côté soit du Club des 6, soit des signataires. D'ailleurs, je remarque que mon courrier avec le témoignage d'harcèlement sexuel de Jacques n'a pas fuité dans le Figaro. Comme c'est bizarre, c'est très étrange. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait que seules les choses vraiment négatives vis-à-vis de FA sortent dans le Figaro. C'est le hasard peut-être. Donc comprenez bien qu'au moment où ils font leurs vidéos, où ils se font passer pour en gros des gens bien intentionnés, qu'eux ils voulaient juste des explications, qu'ils ne veulent pas remplacer la justice, que la fuite dans les médias c'est pas eux, que les leaks c'est pas eux, etc., etc. Ayez bien l'esprit qu'au moment où ils font cette vidéo, ils ont eu un courrier de moi-même qui explique qu'il y a eu un cas de harcèlement sexuel dans leur rang. Ils n'en parlent absolument pas, et ça ne fuite absolument pas dans le Figaro. Et gardez bien l'esprit qu'ils ont eu aussi un courrier de François Asselineau qui explique très clairement qu'il ne viendra pas le 30 avril, vraiment pas, pour des raisons simples, qu'il veut bien qu'il y ait lieu une réunion du Bureau national, mais après la période de déconfinement, où il répondra aux questions de la part de la plupart, mais qu'il ne veut pas faire ça par visioconférence, puisque déjà ça concerne sa vie privée, donc il a tout à fait le droit de protéger sa vie privée. Ne rien dire sur sa vie privée n'est pas aveu de culpabilité, c'est pas un comportement coupable, c'est simplement protéger ses proches et sa famille, tout simplement. Il n'y a pas que lui dans cette affaire, il y a aussi des gens qui veulent apporter leur témoignage. Et ce témoignage concerne leur vie privée à eux. François Asselineau se doute qu'il ne sera pas cru sur parole, donc il a demandé à des gens s'ils voulaient bien donner leur version, ces gens-là ont accepté, mais ces gens-là ne veulent pas que leur vie privée soit dans le Figaro. Voilà. La confidentialité est beaucoup plus importante que le reste. C'est pour ça que François Asselineau maintient encore aujourd'hui qu'il veut bien qu'il y ait une réunion du Bureau national, qu'il veut bien s'expliquer, mais que l'important c'était la confidentialité de cette réunion et qu'il n'y avait pas d'urgence. C'est pas vrai, il n'y a pas de personne en danger. Il n'y a personne qui est en danger. Aucun des collaborateurs n'est en danger. Il n'y a pas le début d'une preuve de quoi que ce soit d'un harcèlement sexuel quelconque. L'urgence évoquée a été créée par cette lettre. Donc c'est absolument pas François Asselineau qui a décidé de faire ça pendant le confinement. C'est bien du choix des signataires.
Et là, par contre, il va falloir attendre le déconfinement pour qu'il y ait une réunion qui se fasse dans les règles de l'art, où François Asselineau veut bien répondre. Voilà, ils ont eu un courrier qui expliquait ça. Ils l'ont eu avant cette vidéo. Et comme vous pouvez le voir, ils n'en parlent pas. Voilà, ils font comme si ce courrier n'avait jamais existé, comme si le mien n'avait jamais existé. J'aimerais aussi revenir sur les accusations qui ont été faites sur des largesses financières. Apparemment, il faut comprendre qu'il y aurait des éléments financiers qui viendraient s'ajouter aux autres choses. Nous nous désolidarisons également de la gestion financière du parti qui s'octroie parfois certaines largesses que nous avons découvert également à l'occasion de toutes ces révélations. Et encore une fois, c'est très flou, il n'y a pas de preuves. Bon. Après, ce qui est très curieux, c'est que pourquoi il y aurait des problèmes financiers alors que dans leur rang se trouve le trésorier de l'UPR, enfin le trésorier qui vient de démissionner il n'y a même pas une semaine de manière très opportune. Est-ce qu'on doit s'attendre à ce que, pris par un espèce de syndrome de la Casa de Papel, ils se retrouvent enfermés dans leur prise d'otage et ils se retrouvent dans l'obligation d'absolument justifier leurs gestes par n'importe quel moyen que ce soit, des accusations de ci, de ça, de financement, de compteurs, de trucs, une fois qu'ils se sont rendus compte que leurs accusations d'harcèlement ne tenaient pas du tout la route. En tout cas, c'est vraiment l'impression que ça donne. Et j'espère qu'on aura effectivement, pour le coup, plus d'informations sur ces problèmes financiers. Et j'espère d'ailleurs que le trésorier pourra y répondre. Ensuite, moi, il y a un autre élément qui me paraît étrange, c'est que beaucoup de gens, je vois, notamment eux, expriment que François Asselineau n'a jamais répondu sur le fond et il essaye de gagner du temps. C'est pas moi ce que j'ai vu. Moi, j'ai bien vu que François Asselineau avait répondu sur pas mal d'éléments de fond, notamment dans la lettre qu'il a adressée en réponse aux signataires. Suite à la lettre violente qu'il a reçue, il a répondu dans une lettre de 5 pages qui a été publiée par Le Figaro. Et dans cette lettre de 5 pages, il répond à pas mal d'éléments de fond et dément d'ailleurs et traite de calomnie la plupart des choses qui lui sont reprochées. Je pense d'ailleurs que pas mal de gens sont passés à côté de cette lettre et je vais la remettre dans la description de la vidéo pour que les gens puissent en prendre connaissance. Comme elle a été déjà publiée dans Le Figaro, je pense qu'on peut estimer qu'elle est maintenant publique. Et donc dans cette lettre, il ne se débine pas. Il explique même d'ailleurs qu'il est d'accord pour qu'il y ait une réunion du Bureau national où il veut bien s'expliquer, mais ce après le confinement, pour des raisons de confidentialité comme je l'ai dit tout à l'heure. Et d'ailleurs, le secrétaire général a proposé des dates. Et c'est donc le Bureau national qui n'a pas voulu donner de date, donner suite donc à cette réunion-là après le confinement. Ils ont prétexté une urgence qui n'existe pas et ont imposé, ont fait une convocation qui sort de nulle part, qui ne respecte d'ailleurs pas du tout les statuts, qui ont convoqué FA donc pour le 28 puis le 30 avril. Ensuite, il y a pas mal d'éléments que je ne comprends pas. Toutes les 2 minutes, les signataires, notamment dans la vidéo, nous expliquent qu'ils agissent uniquement pour le bien du parti et qu'à aucun moment ils veulent le récupérer. Alors, dans ce cas, moi j'ai quand même quelques petites questions que je me pose, à savoir... Premièrement, pourquoi ils n'ont pas essayé d'entamer directement la discussion avec François Asselineau par un coup de téléphone ou directement comme des gens civilisés? Pourquoi ils ont mis en œuvre toute une opération comme ça? Deuxièmement, pourquoi est-ce que cette opération et la lettre qui a été envoyée à François Asselineau est sur un ton aussi terrible et aussi violent? Et pourquoi est-ce qu'ils demandent carrément la démission de François Asselineau? Parce que même si dans leur vidéo ils essaient de dissimuler en disant mais non, on a juste dit que c'était une conséquence inéluctable, mais on ne la demande pas vraiment, etc. Si, ils demandent carrément la démission de François Asselineau. S'ils veulent le bien du parti et la pérennité du parti, c'est absolument pas cette démarche qu'il fallait faire, c'est pas vrai. Ensuite, troisième question, comment est-ce qu'ils peuvent justifier qu'ils ont supprimé mes accès au site, les accès de François Asselineau et les accès du secrétaire général? Moi et Benjamin, on a été sanctionnés sans avoir ni été accusés, ni condamnés, ni avoir le droit d'avoir été entendus, ni rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment ils peuvent justifier le fait de nous retirer nos accès et nous expliquer après qu'il ne s'agit pas d'un putsch? Ça n'a absolument aucune cohérence. Ensuite, une autre question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils nient avec autant d'insistance le fait que la fuite vis-à-vis des médias ne vient pas de chez eux? C'est pas vrai, ils ont envoyé leur communiqué officiel pour convoquer François Asselineau le 28 avril à Charles Sapin, qui l'a immédiatement relayé. Ils sont passés par le journaliste du Figaro pour envoyer leur convocation à François Asselineau. Comment peuvent-ils ensuite dire que la fuite ne vient pas de chez eux? Ça n'a pas de sens. Et enfin,
Dernière question, vous l'aurez compris, pourquoi, alors qu'ils se prétendent être des chevaliers blancs, ils couvrent le harceleur qu'il y a dans leur rang? Alors oui, vous l'aurez compris, pour moi cette lettre est une tentative de putsch de la part de certains des signataires, évidemment pas tous. Et pour qu'elle réussisse, il fallait que, comme ils ne peuvent pas forcer le président à démissionner, il y avait 2 conditions pour qu'elle réussisse. Donc il y avait soit le fait que François Asselineau devait se coucher et démissionner face à l'intimidation qu'il a reçue, quand même très mal connaître le bonhomme, soit il fallait qu'il gagne la guerre de l'informatique et donc qu'il s'approprie les outils informatiques, le site et la chaîne YouTube. Et de ce côté-là, ça a totalement échoué et ils ont bien essayé de le faire. C'est avéré qu'ils ont essayé de le faire. Sauf que maintenant qu'ils sont piégés après leur prise d'otage, malheureusement, ils semblent s'enfoncer dans une sorte de déni où ils vont essayer de trouver n'importe quel prétexte et justificatif pour prouver que leur action était juste et valeureuse et normale, plutôt que d'admettre qu'ils se seraient peut-être trompés ou pour certains manipulés. D'ailleurs, on sait très bien que des gens qui font partie notamment du groupe des 6, mais aussi des signataires, ont des liaisons avec différents partis politiques. À la lumière de tout ça, si vous voulez, est-ce que j'ai envie de cautionner les méthodes de ces gens-là et ce qu'ils m'ont fait? Franchement, non. Non, j'ai pas envie. Je suis pour la liberté d'expression. Si jamais ils présentent une liste, moi je suis pour qu'il n'y ait pas de favoritisme vis-à-vis de la campagne électorale. Moi je suis très démocrate là-dessus. Je veux pas faire aux autres ce qu'on veut pas, que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Tout ça pour moi, c'est exactement ce que je combats. Ce sont des procédés politicards qui sont abjects. Il y a énormément de gens qui, après le fait que j'ai soutenu Asselineau, ont commencé à me salir, à dire que j'étais vraiment une personne abjecte, immorale, que j'avais un salaire mirobolant, que je volais l'argent des adhérents. Alors qu'ils n'hésitent pas à étaler toute ma compta s'ils veulent. Écoutez, moi je répondrai de tout. J'espère qu'ils ne feront pas comme dans ce dossier, on a le droit que des pièces à charge. Il faut avoir le point de vue des 2 côtés, pas uniquement des pièces à charge. Là, ils ont mis que des pièces à charge. Ils ne savent même pas si c'est authentique. Moi, je ne le sais même pas moi-même. Je n'étais pas dans les boucles de mail. Et a priori, c'est le maximum qu'ils ont. Et dans ce maximum qu'ils ont, il n'y a rien qui tombe sous le coup de la loi. C'est quand même extraordinaire. Et c'est que des pièces à charge. Moi, j'attends vraiment de voir des correspondances dans l'autre sens pour me faire à l'idée. Et si d'ailleurs François Asselineau a commis le quelconque forfait, il devra en prendre la mesure et la responsabilité. Moi, je ne cautionnerai pas, c'est évident. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne cautionne absolument pas les méthodes des putschistes. Je veux bien admettre une erreur de la part des manipulés. Et je veux bien admettre aussi, excuser une erreur de François Asselineau s'il en a commis une qui ne tombe pas sous le coup de la loi. Voilà pour mon point de vue. Je rappelle que dans son courrier adressé au BN de plus de 5 pages, François Asselineau a démenti les accusations qui pesaient sur lui, et notamment celles sur le harcèlement. Et je rappelle je vous informe qu'il a déjà fait des mises en demeure vis-à-vis des personnes qui s'étaient rendues coupables de diffamation publique à son égard et qui feront l'objet de plaintes en diffamation. Donc moi aussi j'attends le résultat de ces plaintes en diffamation pour voir un petit peu ce qu'il en est. Il faut bien voir que les plaintes en diffamation publique ne sont pas acceptées pendant le confinement. Ce ne sont pas des situations d'urgence et la justice est en petit effectif actuellement. Donc toutes ces plaintes ne pourraient être de toute façon déposées qu'à la fin du déconfinement. Et moi j'attends avec une certaine impatience donc la réunion d'explication de FA et le résultat de cette plainte en diffamation ou de ces plaintes en diffamation. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ces éléments vous auront apporté un petit peu de matière dans votre réflexion. J'espère néanmoins qu'on arrivera à repartir de l'avant et puis mettre de côté les personnes qui font des choses pas correctes et qu'on partira avec des gens qui seront bien intentionnés, quels qu'ils soient. Et en plus, en ces circonstances où justement la conjoncture donne raison à nos idées. L'Union européenne a pu démontrer à quel point elle était totalement inutile, qu'elle n'avait rien d'une solidarité et qu'en plus, même les Italiens semblent sur le point de demander à sortir de l'Union européenne et de l'euro. Donc voilà, c'est vraiment dommage que ça arrive à ces moments-là. Je pense que le confinement il est pour énormément de choses. Les gens devaient s'ennuyer. En tout cas, navré si ça a des allures de laver son linge sale en public. À partir du moment où on se fait attaquer, il est bien normal quand même de se défendre.
Alors bien évidemment, la diffusion ou non sur UPR TV ne m'appartient pas. Néanmoins, moi, en tant que responsable UPR TV, je suis plutôt contre. François Asselineau a effectivement fait une vidéo pour répondre aux accusations publiques qui ont été diffusées dans le Figaro à son encontre, donc qui a bien été diffusée sur la chaîne UPR TV. Néanmoins, pour la suite, il est évident qu'on ne va pas mettre les points de vue d'absolument tout le monde sur UPR TV. Moi-même d'ailleurs, je ne demande pas à ce que cette vidéo soit diffusée sur UPR TV. Chacun donne son point de vue sur sa chaîne, c'est très bien comme ça. Je suis pour le moins navré d'alimenter la polémique. Néanmoins, malheureusement, nous avons affaire à des gens qui sont prêts absolument à tout et se permettent tout. Qui n'hésitent pas à mentir et inventer des accusations. Si jamais on n'y répond pas, on est considéré comme coupable. Disons que notre silence est considéré comme des aveux. Et si on répond, c'est considéré comme alimenter et une polémique et laver son linge sale en public. Donc dans les deux cas, c'est pas terrible. En tout cas, utiliser UPR TV pour ça, non. Je précise que moi, j'ai tenté de communiquer avec les signataires par écrit, par mail. Ils ont bien reçu un mail de ma part avec toutes les informations et ils ont choisi d'en rigoler et de faire une vidéo en l'ignorant. Voilà, maintenant vous avez les points de vue des uns et des autres. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse vous former votre propre opinion et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout de laisser croire que ça serait par ambition ou quête personnelle, je trouve ça absolument minable. Le seul élément, c'est quand on a ces éléments-là, on sait très bien que l'UPR va avoir un suicide collectif en 2022 et le fait de réagir comme ça montre bien que la quête personnelle, elle n'est que d'un seul côté.